Merci d'être avec nous. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Hier, le Premier ministre a présenté les grandes lignes du programme du gouvernement devant les députés. Il a indiqué que celui-ci donnera une priorité absolue à la mise en œuvre d'ambitieux programmes en matière d'éducation. Clôture aujourd'hui des travaux du projet pour la prévention des conflits et de la promotion du dialogue des cultures qui a duré 5 ans, projet financé par l'Union européenne à hauteur de 6 millions d'euros. 2 Palestiniens tués aujourd'hui par des tirs israéliens lors de heurts à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Mesdames et messieurs, bonsoir. Hier, le Premier ministre a, conformément à l'article 42 de la Constitution, présenté les grandes lignes du programme du gouvernement devant les députés, comme prévu par la Constitution, avec le début d'un nouveau mandat présidentiel qui consacre l'alternance démocratique au sommet de l'État. Le Premier ministre a pris l'engagement à cette occasion devant l'Assemblée, qui est chargée par le peuple mauritanien, entre autres grandes missions, de surveiller et de contrôler l'action gouvernementale, de donner une priorité absolue à la mise en œuvre d'ambitieux programmes en matière d'éducation. C'est Ahmed Beilato. Dans le domaine de l'éducation, le Premier ministre a dit que le gouvernement donnera une priorité absolue à la mise en œuvre d'ambitieux programmes en matière d'éducation, de formation, de promotion des services sanitaires et sociaux, de lutte contre les disparités sociales, la pauvreté et la vulnérabilité, de soutien aux groupes défavorisés et au renforcement de la cohésion familiale. Dans cette optique, armé d'une forte volonté, le gouvernement, avec la participation de tous les Mauritaniens dans le cadre d'un sursaut national, mettra, a dit le Premier ministre, un système éducatif performant fondé sur une école républicaine, creusée de l'égalité, de l'équité et de la cohésion sociale, où les enfants recevront une éducation empreinte de nos valeurs islamiques et de la culture arabe et africaine, ouverte aux impératifs de la modernité, leur donnant la possibilité d'acquérir des connaissances et des aptitudes garantissant leur réussite sur les plans personnels et professionnels. Le Cheikh Sedia ajoutera que le gouvernement mettra ainsi l'accent sur la qualification des enseignants en renforçant leurs compétences et en améliorant leur formation et conditions morales et matérielles de travail, en leur fournissant les outils pédagogiques nécessaires à l'accomplissement de leur mission et en veillant à ce qu'ils soient en nombre suffisant dans les classes. À cette fin, les écoles de formation des enseignants seront structurées et leur capacité d'accueil élargie et les enseignants seront évalués afin de mesurer leur aptitude et leurs compétences. La rémunération des enseignants méritants connaîtra une augmentation très significative, a-t-il ajouté, indexée. La rémunération des enseignants méritants connaîtra une augmentation très significative indexée sur la performance. Les 5 années à venir connaîtront, a-t-il ajouté aussi, de vastes opérations de recrutement de nouveaux enseignants pour résorber les déficits dans ce domaine. Le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, représenté par le projet pour la prévention des conflits et la promotion du dialogue des cultures, Donc les affiches sont là. Les résultats par le projet ont été présentés en présence des représentants de l'Union européenne et du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse. La tutelle de ce projet, qui aura duré 5 ans, financé par l'Union européenne pour un coût de 6 millions d'euros, il vise la lutte contre l'extrémisme et les idées terroristes, la protection contre les conflits, la lutte contre les crimes et la propagation des drogues. Il avait été présent dans 9 wilayas du pays. L'Union européenne estime que le projet a atteint ses principaux objectifs par la réalisation de 90% d'entre eux. Nous voilà aujourd'hui dans l'atelier de capitalisation et de clôture du projet prévention de conflits, de promotion du dialogue interculturel. C'est un atelier dans lequel nous présentons tout ce qui a été fait depuis 2015 à aujourd'hui. Et donc tout ce qui a été fait, d'abord l'approche du projet, les différents acteurs du projet, les réalisations du projet et la méthodologie et la chronologie des actions qui ont été menées. Pour cela, l'objectif de l'atelier est que tous les participants soient au courant de tout ce que nous avons fait, d'abord pour un partage d'informations, parce que ce projet est un projet national qui s'adresse à toute la population et donc son expérience doit être une expérience vulgarisée pour que tout le monde en profite. C'est l'objectif que nous avons aujourd'hui. La Mauritanie et l'Union européenne ont décidé mercredi de proroger
à 2020 le protocole d'accord pour la pêche maritime durable signé entre les deux parties. C'est ce qu'a annoncé officiellement la mission de l'Union européenne à Nouakchott. Pour sa part, la Commission européenne, évoquant cette question dans un communiqué diffusé jeudi, a dit que cette prolongation permettra aux bateaux de l'Union européenne de continuer à pêcher dans les eaux mauritaniennes dès le 16 novembre 2019, date de l'expiration de l'accord signé en juillet 2015. La Mauritanie et l'Union européenne ont signé à Nouakchott en 2015 un accord pour 4 ans qui autorise la flotte de l'Union européenne à pêcher dans les eaux mauritaniennes à la concurrence de 280 000 tonnes annuellement, à l'exception du poulpe réservé aux pêcheurs mauritaniens en contrepartie de 60 millions d'euros, dont plus de 4 millions destinés à l'appui des groupements des pêcheurs mauritaniens. Le centre d'Alger, quadrillé par un important dispositif policier, vit en ce 29e vendredi de la Révolution pacifique au rythme des slogans « État civil, non militaire et pas d'élection avec les gangs », scandés par des centaines de manifestants. À la mi-journée, une foule de manifestants a appelé au départ du chef de l'État par intérim et le chef d'état-major de l'armée. Les marcheurs ont exigé la libération des détenus d'opinion. Les appels lancés cette semaine par le chef d'état-major Gaïd Salah pour l'organisation de l'élection présidentielle dans les plus brefs délais risquent de susciter de vives réactions de la rue qui refuse l'organisation d'élections avant un changement complet des symboles de l'ancien système. En Tunisie, 26 candidats sont en lice pour la présidentielle du 15 septembre. La campagne est lancée depuis lundi dernier sur fond de l'affaire Karoui, l'un des favoris des sondages qui a été arrêté à l'analyse du contexte actuel, qui a été arrêté. À 2 semaines de ce scrutin présidentiel anticipé, les électeurs assistent à un face-à-face virulent entre les deux camps issus de la famille dite moderniste, sortie victorieuse en 2014 de son duel avec les islamistes. Nabil Karoui est notamment soutenu par l'ex-parti présidentiel Nida Tounes, Youssef Chahed. S'adosse lui à une nouvelle formation, Tahia Tounes, née d'une dissidence au sein de Nida Tounes. Cette élection anticipée, suite au décès le 25 juillet dernier de Béji Kadé Essebsi, premier président démocratiquement élu au suffrage universel de l'histoire moderne de la Tunisie, se tiendra avant le scrutin législatif prévu le 6 octobre. Elle représente en quelque sorte un premier indicateur de l'enracinement de la démocratie en Tunisie, unique et rescapée de la vague des printemps arabes de 2011. 2 Palestiniens ont été tués aujourd'hui par des tirs israéliens lors de heurts à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé du Hamas. Le Hamas, qui est le mouvement au pouvoir dans l'enclave palestinienne. Un porte-parole de l'armée israélienne a affirmé que 6200 émeutiers et manifestants s'étaient rassemblés en différents points de la frontière, lançant des bombes incendiaires et des engins explosifs. Il a ajouté que l'armée ne faisait pas de commentaires sur les blessés ou les morts du côté palestinien. Depuis mars 2018, la bande de Gaza est le théâtre le long de la barrière frontalière avec Israël de manifestations hebdomadaires généralement accompagnées de violences pour réclamer notamment la levée du strict blocus israélien imposé depuis plus de 10 ans à Gaza. Depuis cette date, au moins 308 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens, pour la grande majorité lors des heurts qui accompagnent ces rassemblements. D'autres sont morts dans des frappes israéliennes en représailles à des actes hostiles en provenance de l'enclave. Le premier gouvernement soudanais depuis la chute d'Omar al-Béchir a été dévoilé hier jeudi par son chef Abdallah Hamdok. C'est une étape majeure du processus de transition qui prévoit la mise en place d'institutions devant mener à un pouvoir civil. Les consultations étaient en cours depuis plusieurs jours. C'est maintenant officiel. Au Soudan, le premier gouvernement depuis la chute du président Omar al-Béchir a été dévoilé. Cette étape majeure en plein processus de transition avec la mise en place d'institutions devant mener à un pouvoir civil avait été reportée de plusieurs jours pour donner le temps à Abdallah Hamdok de choisir parmi les noms proposés par les forces pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation ayant mené à la chute du président Omar al-Béchir et par les militaires qui l'ont déposé sous la pression de la rue. Annoncé en conférence de presse, le gouvernement est composé de 18 membres, dont 4 femmes, notamment la ministre des Affaires étrangères, Asma Mohamed Abdallah. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe est décédé à l'âge de 95 ans. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le chef de l'État Emmerson Mnangagwa.
Mugabe a dirigé d'une main de fer cette ancienne colonie britannique depuis son indépendance en 1980 jusqu'en 2017. Et Mugabe a été poussé à la démission par l'armée en décembre 2017, laissant derrière lui un pays plongé dans une grave crise économique et sociale. Une opposante au président turc Recep Tayyip Erdogan a été condamnée aujourd'hui à près de 10 ans de prison pour plusieurs chefs d'accusation, dont propagande terroriste et insulte au chef de l'État, en raison notamment de propos tenus sur Twitter. Kenan Kaftaçioğlu, responsable du parti d'opposition CHP pour la province d'Istanbul, a été condamné à un total de 9 ans et 8 mois de prison. C'est ce qu'a annoncé une responsable de cette formation politique. Elle a été condamnée pour 5 chefs d'accusation différents, basés principalement sur des tweets postés il y a plusieurs années. Propagande terroriste, insulte au chef de l'État, insulte à un fonctionnaire de l'État, insulte à la République turque et incitation à la haine. La responsable, dont le procès était très suivi en Turquie et à l'étranger, a rejeté ces accusations, dénonçant un procès politique visant, selon elle, à la punir pour avoir œuvré à la défaite du parti de M. Erdogan aux élections municipales à Istanbul. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Hier, le Premier ministre a présenté les grandes lignes du programme du gouvernement devant les députés. Il a indiqué que celui-ci donnera une priorité absolue à la mise en œuvre d'ambitieux programmes en matière d'éducation. Clôture aujourd'hui des travaux du projet pour la prévention des conflits et la promotion du dialogue des cultures qui a duré 5 ans, un projet financé par l'Union européenne à hauteur de 6 millions d'euros. Deux Palestiniens ont été tués aujourd'hui par des tirs israéliens lors de heurts à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.